En 210 après Jésus-Christ, à la veille de la mort de l'empereur Septime Sévère, on peut dire que l'Empire romain a atteint son apogée. Alors il s'étend sur, on va dire, un peu plus de 5 millions de kilomètres carrés, du sud de l'Écosse à l'ouest de l'Iran et du Maroc à la Géorgie. Il contrôle les mers et le monde connu de l'époque, donc ça va de la Méditerranée à la mer Noire, entre autres, mais également les routes commerciales et notamment la route de la soie. Alors évidemment, les conquêtes militaires coûtent cher, mais le maintien d'un tel empire sur une telle superficie, eh bien encore plus. Ce qui fait que l'empereur Septime Sévère décide de dévaluer la monnaie pour pouvoir maintenir tout ça. Et le denarius d'argent passe de 83 ou 85% de pureté, je crois, à 55. Donc c'est le début de la dévaluation monétaire version époque, hein, c'est-à-dire qu'on enlève du métaux précieux et des métaux précieux, de la teneur en métaux précieux dans les pièces de l'époque. C'est le système de la dévaluation qui s'opère. Et évidemment, l'empereur a ouvert une boîte de Pandore que les empereurs suivants vont continuer d'explorer, évidemment. Caracalla prend le pouvoir. Alors lui, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un empereur qui soit connu pour sa mansuétude ni pour ses bonnes décisions, parce qu'il entreprend un certain nombre d'actions qui vont évidemment entraîner des conséquences. Il va assassiner la plupart des citoyens les plus productifs de Rome. Il va continuer à dévaluer la monnaie. Et évidemment, il augmente les taxes par 2. Alors lui qui avait assassiné son frère pour prendre le pouvoir se fera assassiner par ses propres soldats. Et là, on peut dire que, eh bien, ça ouvre une période pour Rome, une période difficile qui sera connue sur le nom de la crise du IIIe siècle après Jésus-Christ, la crise romaine du IIIe siècle, par les historiens identifiée comme ça, parce que les empereurs qui vont suivre derrière, eh bien, ça va pas être de la tarte, grosso modo. En 218, il y en a un qui offre même la moitié de son empire au chirurgien qui pourra le transformer en femme. Alors il était même connu à son époque pour se prostituer dans les bordels aux alentours de Rome, et lui aussi finira assassiné. En 238 après Jésus-Christ, c'est pas moins de 6 empereurs qui se succèdent en l'espace d'une année, et ils finiront tous assassinés. Alors évidemment, c'est une période où les empereurs sont les plus dépravés possibles, les plus incompétents. La confiance envers le gouvernement central, eh bien, elle est au plus bas. Et puis, tout ça, évidemment, entraîne tout un lot de conséquences à l'extérieur et à l'intérieur de l'Empire, hein. On a une période qui s'ouvre, qui est une période de stagflation, qui est le pire environnement économique possible, hein, c'est-à-dire la monnaie qui continue de dévaluer alors que les prix augmentent, et puis une situation économique désastreuse. Au niveau des frontières, eh bien, il y a des incursions, évidemment. Quand l'Empire s'affaiblit, eh bien, les barbares aux portes tambourinent, hein, et donc on a un certain nombre de batailles qui sont perdues. Alors ça fait perdre du lustre, hein, à l'Empire, puisque la toute-puissance de l'Empire, on prend un coup de plomb dans l'aile, hein, pour le coup, donc en termes de réputation, c'est pas terrible. Évidemment, à l'intérieur du pays, eh bien, c'est des guerres civiles, donc c'est vraiment une période très très difficile. En 270 après Jésus-Christ, de fait, l'Empire est déjà divisé en 3, et il faudra voir l'arrivée d'un ancien soldat, hein, qui prendra le nom d'Aurélien, donc qui sera le nouvel empereur, et qui offrira, d'un point de vue, on va dire, presque miraculeux, eh bien, du répit à l'Empire, hein, qui était déjà, on va dire, en état de déliquescence et de décomposition avancée. Alors, en 5 ans de règne, parce que lui aussi finira assassiné, malheureusement, en 5 ans de règne, il va réussir, avec ses conquêtes, eh bien, à ressouder l'Empire, à réévaluer la monnaie, et puis à redonner du lustre, on va dire tout simplement du lustre à l'Empire, mais ça sera que momentané, parce que ça durera quand même 200 ans, hein, avant que ça s'effondre totalement. Mais bon, c'est quand même un répit qui permettra à l'Empire de souffler. On peut dire que l'Empire est quasiment effondré, hein, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, j'imagine que vous avez déjà fait, bon, je vous ai aidé un petit peu, hein, avec mes petites incursions dans les images, vous avez fait un petit peu le parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui au niveau du monde occidental. Alors la question, elle est intéressante à se poser. Qu'est-ce qui se passe après cet effondrement? Qu'est-ce qui se passe après l'effondrement de l'Empire? Qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement central qui d'un seul coup disparaît?
à quoi s'attendre pour la suite, et puis on va dire quels sont à peu près, quel est le timing, quels sont les laps de temps qu'on peut envisager. Eh bien, lorsque le gouvernement central s'effondre, on voit un éclatement du pouvoir et c'est le début de la féodalité. Alors la féodalité, c'est quoi? Eh bien, c'est encore une fois un éclatement de pouvoir qui se manifeste par des unités de pouvoir un peu partout. Alors vous avez un fief d'un côté, vous avez une cité-État de l'autre, vous avez un espèce de gouvernement qui se met en place sur un territoire. Alors c'est à ça qu'on pourra s'attendre, nous, très probablement. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute de l'Empire romain? Au IIIe siècle, on peut dire que l'Empire romain s'effondre, hein. Vous en avez un qui fonde Byzance de l'autre côté, donc il fait un truc un peu différent de son côté. Mais en Occident, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme dit, c'est le début de la féodalité. On entre dans des périodes qu'on a appelées en Angleterre les Dark Ages, donc les âges sombres, hein. C'est notamment au 5e siècle, le début de la naissance de la légende arthurienne. Voilà, donc c'est des périodes qui sont plus difficiles, tout dépend là où vous vivez. Pour parler de la France, eh bien, il faudra attendre Charles Martel, au 8e siècle, pour pouvoir avoir un début d'unification des tribus franques. Alors, cette unification, elle se fait contre un ennemi commun, parce qu'il fallait virer les musulmans qui y attaquaient, hein. Donc à la bataille de Tours, ça a été réglé. Donc c'est un début, évidemment, d'unité, hein, avec une forme de gouvernement central, alors évidemment qui ne prend pas la taille de ce qu'a été Rome avant, mais bon, sur un territoire un peu plus réduit, ça tend à s'organiser, à s'unifier. Et puis cette dynastie fondée, bon, on verra évidemment avec Charlemagne, on va dire quelque chose d'un corps un peu plus gros, mais qui s'effondrera quasiment juste derrière, parce que ses fils, évidemment, vont vouloir se partager le gâteau, et puis ça va être la merde, voilà, grosso modo. Alors pendant toute cette période du haut Moyen-Âge, on a le denier d'argent, hein, qui navigue, donc ça montre quand même une certaine richesse avec une forme d'unité, on va dire. Mais il faudra quand même attendre le XIIIe siècle pour pouvoir voir arriver et circuler à nouveau des pièces d'or en Occident. Donc ça montre quand même que voilà, il faut attendre quasiment à la fin de l'effondrement de l'Empire romain, près de 800 ans, pour voir se former dans la zone occidentale quelque chose, une organisation qui tienne la route et dans laquelle justement les métaux précieux, les monnaies puissent circuler correctement. Voilà. Donc, à mon sens, c'est quand même très intéressant quand on est un petit peu perdu toujours de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire, puisque les schémas sont toujours le même. Vous avez vu, moi je suis un adepte des cycles, évidemment, des cycles historiques, puisque je suis un étudiant de la nature, hein, et donc la nature nous offre toutes les réponses. L'histoire également, pourquoi? Parce que tout ça existe, les cycles existent, et les lois naturelles aussi. Pourquoi? Parce que la nature humaine ne change pas. L'homme est toujours drivé par les mêmes forces, qui entraînent toujours les mêmes conséquences, grosso modo. Donc c'est toujours la même chose, hein. C'est la volonté de pouvoir, la volonté de la luxure, la richesse. On a toujours les mêmes choses, hein, qui reviennent. Et donc ça, avec des conflits d'intérêts au centre, hein. C'est pour ça que, on va dire, cette vision un petit peu utopique, hein, de nos mondialistes qui veulent créer, on va dire, une organisation mondiale, évidemment pyramidale, au sommet de laquelle ils pourraient driver leur monde, eh ben, elle est complètement utopique. C'est utopique, voilà, ça n'a aucune chance d'arriver. Et on voit évidemment déjà avec le conflit avec la Russie et les dissensions qui peuvent déjà exister en plus avec la Chine, que ça se fera pas. Pourquoi? Parce que la nature humaine fait que il y a toujours des conflits d'intérêts. Et au sein même, on va dire, des zones géographiques, hein, parce que nos mondialistes aujourd'hui se reposent sur la zone occidentale. Bon, ils essayent quand même de bien saper le truc, hein. La société est bien sapée à tout niveau, mais malgré tout, ils ont quand même cette ambition. Donc les Grecs appelaient ça de l'hubris, hein. Quand vous avez un ego surdimensionné, ça vous fait faire des conneries à un moment donné. Donc vous ne pouvez pas essayer, pour gagner le pouvoir, vous reposer sur un socle solide que vous n'arrêtez pas de saper tout le temps. S'il y a un truc qui ne va pas là, quelque part derrière. Donc voilà, mais bref, c'est comme ça. Donc derrière, eh bien, évidemment, ça ne se fera pas parce que vous avez des conflits d'intérêts. Alors, dans leur idée, évidemment,
On est à une ère, on va dire, technologique où on pourrait évidemment modifier ou espérer modifier la nature humaine hein, à travers des injections diverses et variées, notamment de puces et de choses comme ça. Il y a d'ailleurs nos amis du Forum économique mondial là, qui nous ont pondu un article il n'y a pas longtemps sur peut-être la nécessité de pucer les enfants pour les augmenter. Comme ça, ils seraient connectés à Internet, ça serait génial. Évidemment, personne ne soulève la problématique du hacking. Hein. Et puis qui derrière contrôlerait tout ça? Parce que voilà, être connecté, interconnecté, en garantissant nos libertés individuelles, faut quand même se foutre un petit peu le bois dans l'œil. Là, on le voit bien un petit peu partout dans le monde hein, aujourd'hui que le contrôle social avec l'identité numérique permet de faire rentrer chez eux les récalcitrants, puisqu'il suffit de couper leur vivre directement, hein, entre autres. Voilà. Bon. Donc ça, c'est quand même une vraie question. Donc ça pourrait fonctionner, peut-être, pourquoi pas, à condition de faire rentrer tout le monde dans le rang, de pucer tout le monde, de changer la nature humaine et de réussir à faire un truc mondial. J'aime autant vous dire que c'est quand même ambitieux dans une partie du cycle où, justement, bizarrement, j'ai l'impression que le 21e siècle, déjà bien entamé, ressemble quand même fortement au 3e siècle après Jésus-Christ du côté romain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais il y a quand même beaucoup d'analogies. Allez, sur ce, eh bien, restez calés, hein, restez calés, restez ancrés. Je vous dis à plus, ciao.